Salam alaikum Azulfillaoun, bonjour. C'est un général de corps d'armée, aujourd'hui décédé et dont on taira le nom, à défaut de preuves, qui aurait prononcé pour la première fois le mot exploitation. Exploitation. Un euphémisme d'un cynisme rare pour désigner la pratique de la torture. Les tortionnaires ne disaient pas torturer, mais exploiter, durant toute la décennie rouge. Exploiter le prisonnier jusqu'à lui faire dire ce qu'il voulait qu'il leur dise. De la même manière que le verbe périmer signifiait à l'époque exécuter sommairement des gens qui avaient été arrêtés arbitrairement, exploités, puis tués et leurs corps jetés sur les bords des routes ou dans les maquis depuis des hélicoptères. La torture a provoqué des ravages en Algérie pendant la décennie dite rouge. Une pratique instituée non seulement en règle systématique d'interrogatoire, mais aussi de terreur pour semer l'effroi dans le cœur de tous ceux qui avaient bravé le régime et osé revendiquer que le choix du peuple soit respecté. Ce fut l'horreur intégrale. On torturait dans presque toutes les casernes, les commissariats, les brigades de gendarmerie, les locaux des milices qui s'étaient arrogés le qualificatif de patriotes. On y pratiquait des sévices d'une cruauté à peine imaginable, des viols presque systématiques. Des dizaines de milliers de gens qui avaient été souvent enlevés de chez eux étaient livrés à des sadiques monstrueux qui laissaient libre cours à leurs penchants les plus morbides, les plus imaginatifs. Les victimes qui étaient trop exploitées et qui n'étaient donc plus présentables parce qu'on leur avait arraché les yeux, coupé des membres, émasculés, étaient confiés à d'autres relais qui se chargeaient de les achever, puis de les jeter dans les maquis pour faire croire qu'ils avaient été tués dans des accrochages. D'autres étaient jetés à la mer, au large, comme cela se pratiquait du temps de Bijar et des sardines de Bijar. L'intensité et la massification de la torture et du viol aussi avaient atteint un tel niveau qu'ils en étaient devenus presque banals. Pire encore, des membres des forces de sécurité qui ne mettaient pas la main à la pâte, si j'ose dire, étaient regardés de travers par leurs collègues qui voyaient en eux des témoins potentiels de leurs exactions, si cela devait mal tourner un jour. Aussi, tout le monde se sentait obligé d'y mettre du sien, ne serait-ce que de donner quelques coups de poing pour ne pas devenir suspect. Le jour où toute la vérité sera connue sur la pratique de la torture en Algérie durant la décennie rouge, et même avant, la torture a toujours existé depuis 1962, mais durant la décennie rouge, elle a atteint des summums de l'horreur. Le jour où elle sera connue, les opinions publiques occidentales tomberont de haut, parce qu'elles sauront dans le même temps qu'une telle généralisation de l'horreur n'aura été possible que parce que leurs dirigeants occidentaux et leurs médias ont tout fait pour couvrir le régime algérien, pour que tout se passe quasiment à huis clos, au prétexte, pour reprendre les paroles d'un éradicateur, qu'on ne fait pas de guerre avec des gants blancs. Je rappelle, pour assumer ce que je dis, que presque toutes les casernes, tous les commissariats, toutes les brigades de gendarmerie et les locaux du DRS et les locaux des milices se transformèrent en centres de torture dans le pays tout entier. Du jour au lendemain, d'innombrables centres de torture devinrent opérationnels sur tout le territoire national. L'humanité. À l'occasion de la Journée internationale contre la torture le 26 juin,
Amnesty International France lance Change the Story. Algérie Focus. Il me semble que nous n'avons pas été jusqu'au terme du dernier journal, mais ce n'est pas très grave. J'espère qu'on pourra vous le présenter au cours de l'émission. Avec nous, pour parler de cette tragédie et commémorer cette journée internationale, Nordine Bni Saad, avocat et président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Anwar Haddam, leader politique. Il réside en ce moment, présentement, à Washington. Farhat Maghlaoui, cadre du FIS. Nordine Bni Saad, merci d'être avec nous. Nordine Bni Saad. Oui, oui, je vous entends, oui. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi, c'est avec plaisir. Merci. Alors, Nordine Bni Saad, si vous deviez nous faire une rétrospective sur ces années de terreur pendant lesquelles la torture a été quasiment une pratique systématique d'interrogatoire, mais aussi de terreur, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la question? D'abord, bonsoir à tous les auditeurs. Je voudrais rectifier d'abord, je suis président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, et non de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Ah, d'accord, merci pour la précision. Voilà, je voulais rectifier ce point. Merci. Écoutez, qu'est-ce qui m'inspire donc cette question? Vous savez que hier, c'était donc la journée internationale pour le soutien. En fait, c'est pour le soutien aux victimes de la torture. Ce qui m'inspire en Algérie, extrapolé sur l'Algérie, comme vous l'avez si bien dit, depuis 1962, la pratique de la torture a toujours existé. En fait, c'était un moyen pratiqué exercé par le pouvoir contre les opposants. C'est une pratique qui a toujours existé. Ce qui est inacceptable pour la pratique de la torture, bien entendu sur le plan du droit international notamment, mais aussi sur le plan moral, parce que l'Algérie et les Algériens ont souffert de cette pratique pendant la colonisation. Et ne serait-ce que pour avoir torturé des Algériens, moralement, il est inacceptable de voir après les Algériens torturer d'autres Algériens. Je vous ai dit que depuis 1962, elle a toujours existé. Elle a atteint son paroxysme, effectivement, pendant les années de la décennie, pendant les années 90, ce qu'on appelait la décennie rouge ou la décennie noire, c'est selon. Bien entendu, vous savez, c'était l'Algérie. Elle a d'abord, je voudrais préciser que l'Algérie, elle a ratifié la Convention internationale contre la torture dès 1989, c'est-à-dire le lendemain de l'ouverture démocratique. Mais il a fallu attendre 1997, c'est-à-dire 8 ans après, pour que la convention soit promulguée, pour que la ratification soit promulguée dans le journal officiel. Ça veut dire que depuis qu'on a pratiquement ratifié la Convention internationale contre la torture, on a fermé les yeux sur un certain nombre de pratiques. Et vous savez, pendant ce temps-là, les cours spéciales qui ont sévi, il y avait 3 cours spéciales à l'est, à l'ouest et au centre. Donc c'était pratiquement j'allais dire des procès expéditifs. Et moi je me rappelle que les gens qui étaient des personnes présumées innocentes mais qui étaient présentées devant les tribunaux étaient à chaque fois se plaignaient d'avoir été torturés. Et donc c'est une pratique qui a toujours existé. Ce qui à mon sens devient insensé, c'est que les politiques n'assument pas cette Mais Maître Bni Saad, Nordine, par rapport à la loi sur dite de la réconciliation nationale, les victimes aujourd'hui, est-ce qu'elles ont le droit de porter plainte ou c'est proscrit?
Vous savez, j'allais en arriver, hein, donc je voulais faire une rétrospective d'abord sur le plan du temps. Oui. Mais vous savez, aux yeux du droit international, la torture est aujourd'hui considérée comme un crime contre l'humanité. Et dès lors que c'est considéré comme un crime contre l'humanité, il n'y a pas de prescription. Imprescriptible. C'est des crimes qui sont imprescriptibles. Oui. Et aujourd'hui, quel que soit, au regard d'ailleurs du droit international, quel que soit l'auteur qui a torturé, quel que soit l'endroit où il a torturé, dès lors qu'il se trouve dans un pays, notamment les pays qui sont avancés, qui sont des États de droit, il ne peut pas échapper à des poursuites dès lors qu'il y a une plainte de part des victimes. Donc, vous avez parlé de la loi sur la réconciliation nationale. Il est clair que c'est un droit, d'abord un droit pour tout un citoyen. C'est un droit qui ne peut pas être réduit, que les victimes ou les familles des victimes exercent leur droit le plus élémentaire, à savoir celui de s'adresser à la justice et de demander donc réparation dès lors qu'il y a des présomptions de torture. Mais au regard de la justice algérienne, la justice algérienne considère que ces plaintes sont irrecevables parce que, justement, en violation avec cette loi de la réconciliation. Vous savez, effectivement, sur le plan interne, la législation algérienne, donc elle a pratiquement donc légiféré de par la loi sur la réconciliation, en limitant et en interdisant pratiquement de porter plainte. Mais je vous ai dit, au regard du droit international, c'est des pratiques, la torture est considérée comme un crime contre l'humanité. Oui, mais le problème, c'est qu'en Algérie... Oui, ce qu'il faut savoir, bien entendu, en Algérie, il y a eu des plaintes, il y a eu énormément de plaintes de présumées personnes qui ont été torturées, mais qui n'ont pas abouti. Ceci, il faut le rattacher, bien entendu, à l'état des lieux. La justice algérienne aujourd'hui n'est pas une justice indépendante. Donc dès lors, d'ailleurs toute la problématique est là. Dès lors que nous sommes dans un régime qui n'est pas démocratique, un régime où l'état de droit n'est pas consacré, où il n'y a pas de séparation de pouvoir, il n'y a pas d'indépendance de la justice. Donc dès lors, dans tout ce contexte, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Toute la problématique est là. Vous avez tout à fait raison, Nourdine Ben Saïd. Restez avec nous. Anwar Haddam, merci d'être avec nous encore une fois. Merci à vous. Anwar Haddam, vous avez entendu Maître Ben Saïd. Il rappelle un principe de droit universel, que le crime de torture est imprescriptible et qui ne peut être mis sous le tapis par personne, pas même par des lois sur la réconciliation nationale, alors que cette loi considère quasiment toute plainte contre l'État algérien et ses agents comme une atteinte à l'honneur des agents honorables de l'État. Toute plainte pour torture, donc, est irrecevable. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Concernant, évidemment, les gens honorables ne pratiquaient pas la torture. Donc, si on veut être sadique et appliquer cette loi, on peut toujours l'appliquer en disant que nous nous attaquons aux agents non honorables, à ceux qui ont pratiqué cette torture horrible. Ceci étant dit, il serait intéressant peut-être de préciser une chose afin que nous comprenions. Et vraiment, il faut exprimer toute notre sympathie aux familles des victimes.
parce qu'il y a eu une torture institutionnalisée. Et aux victimes elles-mêmes, Anwar Haddam, et aux victimes elles-mêmes, il y a des milliers de gens qui ont été victimes et qui ont eu la chance de rester vivantes, de rester vivants et qui en souffrent jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, qui sont profondément traumatisés. Il y en a parmi eux beaucoup qui sont mes propres amis. On a vécu ensemble. On a vécu ensemble des années de lutte. Ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'il y a eu la torture en Algérie, elle était pratiquée depuis 1962, depuis même durant la guerre de libération, il y a eu des problèmes entre les différents groupes au sein du FLN dans le temps. Mais ce qui est nouveau en Algérie, et c'est ça, je crois que la chose qui est vraiment, qui demande vraiment qu'il y ait un rétablissement de toute la vérité, c'est que après le coup d'État de janvier 92, il y a eu une institutionnalisation de la torture. Elle a été par des degrés judiciaires qui ont pris des mesures spéciales par ce qu'ils ont appelé une législation antiterroriste. Et je mets entre guillemets législation, parce qu'il n'y a pas eu de parlement élu, mais qui a permis d'avoir des cours spéciales, qui a permis d'avoir des magistrats anonymes et qui a permis tout ça de... Je rappelle Anwar Haddam, je rappelle que les magistrats étaient cagoulés. Yeah, c'est ce qu'on appelle, oui. C'était justement... Ils portaient des cagoules. Oui. Il y a eu la réduction, et cette loi de septembre 92. Et évidemment, tous ceux qui ont participé dans cette loi aussi, ont participé directement à la torture aussi. Ce qu'il ne faut pas oublier ça. Donc, il y a eu, évidemment, nous, en tant que délégation parlementaire du Front islamique du salut dans le temps, c'était l'une des majeures, c'était une partie très importante de notre mission en tant que délégation parlementaire à l'étranger. Nous avons contacté toutes les organisations humanitaires, des droits de l'homme comme Amnesty International, Human Rights Watch, etc. On les a poussés à aller en Algérie. Et effectivement, ils sont partis, ils ont documenté. Il y a eu, par exemple, ils ont noté cette question de torture. Il y a eu les mutilations physiques afin d'affirmer la victime, parce qu'il ne s'agissait plus d'extracter d'informations, il s'agissait de brimer toute une génération élite algérienne. Il y a eu des médecins, il y a eu des ingénieurs, il y a eu des doyens de faculté, etc. Il s'agissait de brimer toute une génération. Il y a eu une castration, il y a eu la torture des femmes, il y a eu des chocs électriques, la suffocation par ce qu'on appelle le chiffon, il y a eu la torture morale et de pisée. Effectivement, cela c'est du niveau des crimes. Anwar Haddam, j'ai entendu dire par des gens très sérieux qu'à Tlemcen, dans un centre du CTRI, les tortionnaires avaient des Doberman, ils leur donnaient des prisonniers vivants qu'ils dévoraient pour terroriser les autres prisonniers. Ils ramenaient les prisonniers et prenaient au hasard un ou deux prisonniers qu'ils jetaient aux chiens de Doberman, dressés pour manger de la chair humaine, et ils se faisaient dévorer devant les autres prisonniers qui, à ce moment-là, étaient prêts à tout donner, tout dire, y compris ce qui n'était pas vrai. C'était juste pour apporter une précision. Enfin, de mon côté, pour être sincère, c'est ma ville natale, je n'ai jamais eu ça. Et j'ai connu même parmi ma famille qui ont passé par la torture dans les prisons à Tlemcen, mais je n'ai jamais entendu ça. Et c'est ça le problème essentiel en Algérie. Parce que, effectivement, vu la gravité de la situation, c'était inimaginable ce qui se passait. On n'a pas pu, c'est ça le problème essentiel, c'est qu'on n'a pas pu documenter tous ces cas de torture d'une manière crédible afin de les présenter devant la justice, soit une justice algérienne, soit une justice internationale. Mais c'est le travail qu'il faut faire. C'est le travail qu'il faut faire parce que c'est sûr, tous ces cas de torture sont documentés quelque part. Elles sont documentées. Et ça c'est le point que je voudrais bien dans votre émission, si possible,
surtout avec des avocats, etc., et des experts dans ce Oui, oui, domaine. bien sûr, C'est très important, ça. nous sommes Parce tous que- disposés à ouvrir toutes les tribunes qu'il faudra pour dénoncer cette pratique ignoble et surtout, donner la parole aux victimes de la torture. Si elles souhaitent s'exprimer, elles seront les bienvenues. Restez avec nous, Anwar Haddam. Farhat Maghlaoui, cadre du FIS, merci d'être avec nous. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ahlan bik. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Merci. Farhat Maghlaoui, vous avez été, si je peux dire, au cœur de cette terrible répression. Vous avez beaucoup d'amis, de compagnons qui ont souffert de la torture, voire même qui ont été exécutés. Vous connaissiez ces termes de exploitation pour dire torture et péremption pour dire exécution sommaire? Oui, ce terme, j'en ai entendu parler. Je l'ai vu, comme vous dites, un certain général, et il a parlé de ça. Mais moi, je voudrais aller un peu plus loin. Oui. C'est-à-dire, les gens ont tendance à croire que la torture, elle n'est pratiquée que dans les commissariats ou dans les centres de détention. Et ben, elle est pratiquée aussi dans les prisons. Il faut croire que même c'est-à-dire, elle est érigée en système. Elle est commanditée même par les pouvoirs judiciaires et politiques eux-mêmes. Pour étayer mes dires, je vais vous citer à titre d'exemple une instruction écrite adressée en 1992 par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Larbi Belkhir, aux geôliers et les différents services de sécurité. Je l'ai lu alors que j'étais interné au centre de détention administrative de Ouergla. Et qu'est-ce qu'elle disait? Oui. Qu'est-ce qu'elle disait, cette circulaire? Eh bien, dans cette circulaire, il leur avait ordonné de pratiquer sur nous toutes sortes, sur nous, je disais les internés, comme on les appelait, de pratiquer sur nous toutes sortes de contraintes afin de nous casser psychologiquement et de nous amener à abandonner notre idéal politique, d'une part. En outre, il leur avait demandé de monter et fabriquer des charges à notre encontre, que ce soit dans les camps ou pour les élus, dans les lieux où ils travaillaient, afin de mettre fin à notre statut de prisonnier politique et devenir de simples prisonniers de droit commun. C'est ce qui a été fait et appliqué. Mais pourquoi l'a-t-il fait par écrit? Pourquoi ne s'est-il pas contenté d'envoyer l'instruction de façon verbale pour ne pas laisser de traces? Je ne sais pas, mais c'est tout ce que je peux vous dire. Je témoigne, je l'ai lu de mes propres yeux. C'est une circulaire qui nous est tombée entre les mains. Et c'est une circulaire écrite. Malheureusement, je ne l'ai plus. C'est dommage. Si on pouvait la voir, cette circulaire, ce serait un document choc. Mais sinon, est-ce que vous connaissez des histoires de gens qui ont subi des tortures ou qui ont été tellement défigurés, tellement abîmés qu'ils ont dû être exécutés par la suite parce qu'ils ne pouvaient pas les présenter à la justice dans cet état? Oui, j'ai eu, personnellement, moi, la torture physique, on ne l'a pas pratiquée tellement sur moi, mais c'est surtout la torture psychologique. J'ai eu à connaître un petit peu la torture psychologique. De quel genre? Essayez de nous décrire un peu ce qui vous faisait. Oui, écoutez, lorsque j'étais arrêté pour être interné au camp du Sud, ça a commencé déjà dans les avions militaires qui nous transportaient vers le Sahara, vers le Sud. Ils avaient instauré une psychose en distillant la menace de nous balancer dans les airs, d'une part. D'autre part, arrivés là-bas, ils ont exercé sur nous la torture de la faim, la torture de la soif, les faux espoirs, l'intox. Ils ont fini par mettre brutalement un terme à notre statut de prisonnier politique suite à nos demandes de libération brouillantes et répétées. Alors là, bonjour les disparitions forcées. Je dis bien disparitions forcées, de l'intérieur même des prisons, de torture, de tenue pénale, des procès montés de toutes pièces et les peines distribuées à tout va jusqu'à la perpétuité sans aucun motif. Beaucoup de frères ont eu à subir ces affres. Ils éprouvent, et malheureusement jusqu'à ce jour, ils éprouvent des difficultés à s'en remettre. Hasbunallah.
Restez avec nous, Farhat Maghlaoui, je reviens à vous dans un instant. Nourdine Ben Saad. Nourdine Ben Saad? Oui. Est-ce que la torture, qu'on n'appelle plus l'exploitation maintenant, puisque la mission a été accomplie, entre guillemets, est-ce que la torture persiste encore de nos jours, en ce moment, présentement? Écoutez, il y a des allégations de torture, mais le problème, il est plus général que ça, parce que d'abord, j'ai écouté le monsieur qui est intervenu, monsieur Maghlaoui, je pense. Vous savez, il y a plusieurs formes de torture, parce que la torture, c'est pas uniquement la torture physique. Mais aussi, il y a d'autres, des peines, ce qu'on appelle des peines, des traitements cruels, inhumains et dégradants, c'est-à-dire toute pratique qui consiste à aller vers la vassalité de l'être humain et l'asservissement de l'être humain. Mais comme je vous ai dit, on a ratifié la Convention internationale. Mais elle a été promulguée dans le journal officiel qu'en 1997. Mais aujourd'hui, l'Algérie, il y a ce qu'on appelle le protocole facultatif de la Convention internationale que l'Algérie n'a pas ratifié. Et si elle n'a pas ratifié, ça veut dire qu'il y a quelque part des velléités de continuer à pratiquer cette pratique. Et dans ce protocole facultatif, il est prévu des mécanismes, aussi bien des mécanismes internationaux et des mécanismes locaux. Et notamment par ces mécanismes locaux internationaux, c'est la possibilité donc de donner soit à l'international, soit à national, à des inspections externes par des organes indépendants des lieux de détention. Quand je dis les lieux de détention, c'est surtout parce que ce qui se dit très souvent parmi les gens qui sont poursuivis, ce qu'on appelle les prévenus, c'est de dire on a été torturé pendant ce qu'on appelle la garde à vue. C'est-à-dire c'est pendant les moments de détention avant d'être traduit, présenté devant un tribunal. Mais jamais dans les prisons. Ça, dans les prisons, moi personnellement, j'en ai pas entendu parler, il n'y a pas eu de plainte en ce sens. Mais très souvent, les plaintes consistent à dire qu'on a été torturé pendant la garde à vue. Qu'est-ce que la Ligue que vous présidez envisage de faire en la matière? Est-ce que vous n'envisagez pas de poursuivre, de lancer une action internationale, de publier un livre blanc? Vous savez, quand on a ratifié en 89, et pour qu'elle soit donc promulguée, cette convention, la ratification de la convention internationale soit promulguée dans le journal officiel, il a fallu qu'on mène une campagne très très dense pour que finalement les autorités algériennes promulguent la ratification de la convention internationale. Vous savez, lorsqu'elle n'est pas promulguée, lorsque vous ne faites pas, donc vous opposez pas au juge le journal officiel, c'est inopérant comme méthode. Ça, c'est d'une part. D'autre part, je pense que ce n'est pas une affaire uniquement d'une association, de deux associations des droits de l'homme. C'est une affaire aujourd'hui, c'est des coalitions qu'il faut, c'est des coalitions de victimes de torture, d'acteurs politiques, des médias, des journalistes, de la société civile de manière générale, mais aussi des acteurs politiques pour mener une campagne à l'échelle nationale et à l'échelle internationale pour que nous puissions d'abord ratifier le protocole facultatif et permettre des contrôles inopinés et des inspections au niveau des lieux de détention, que ces lieux de détention aussi soient transparents et connus de tous. Parce qu'aujourd'hui, dans les commissariats ou dans les locaux de la gendarmerie, s'il est possible d'identifier une personne qui est détenue, qui est en garde à vue, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il n'est pas facile de savoir
où est cette personne lorsqu'elle est détenue dans une caverne. Donc il y a donc tout ce travail à faire, ce travail à faire, et c'est des coalitions à un très large niveau qu'il faut faire. Et bien entendu, penser à faire des réformes en droit, mais aussi en pratique. Mais en tout cas, le combat contre la torture est un combat qui concerne tout le monde, parce qu'aujourd'hui il est inadmissible, comme je vous ai dit, il est inacceptable qu'une personne soit humiliée, soit dégradée, soit torturée. Parce que vous savez, la torture sur le plan physique, c'est quelque chose d'atroce. Mais aussi sur le plan psychologique. Je connais moi des gens qui jusqu'à aujourd'hui en souffrent, et justement une des parts de la réconciliation de la loi sur la réconciliation nationale, c'est de ne pas avoir prévu des mesures, des mesures d'accompagnement comme la reconstruction psychologique des personnes qui ont été victimes de la torture, comme la transition, la justice transitionnelle, etc. Mais là, si jamais il ne faut pas arriver, parce que toutes les comment dirais-je, les processus de réconciliation, les processus de vérité, les processus de justice et les procès contre les tortionnaires ont toujours eu lieu après un changement de régime, après qu'un pays retrouve la démocratie et soit sur la bonne voie pour la construction d'un État de droit. Nordine Bni Saad, au sujet du dossier des disparus, environ 18 000, nous dit-on. La plupart des observateurs conviennent du fait que, même si c'est terrible ce que je vais dire, parce que les familles de ceux qu'on appelle les disparus, mais qui sont en fait des enlevés, et les gens qui ont été enlevés par les services de sécurité, on ne connaît pas de cas de gens enlevés par des islamistes ou des terroristes ou des djihadistes. La plupart de ces gens, je suis désolé de devoir le dire, mais la plupart des observateurs le reconnaissent aujourd'hui, sont morts sous la torture. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été rendus à leur famille. J'espère que ce n'est pas le cas de tout le monde et qu'il en reste quelques-uns qui seraient gardés dans des endroits secrets, même si c'est hautement improbable. Mais à votre avis, cette histoire de disparus dont il ne fait plus de doute qu'ils ont tous été torturés peut-être à mort, on peut mettre comme ça la poussière sous le tapis et oublier du jour au lendemain, comme si de rien n'était, les inscrire en perte et profit? Non, à mon avis, on ne peut pas oublier. D'abord, même s'il y a des pouvoirs publics qui veulent oublier, des personnes, des politiques qui veulent oublier, les victimes ne peuvent pas oublier. Donc c'est une page qu'il faut bien sûr, un jour il faut bien la tourner parce qu'il faut regarder l'avenir. Mais cette page il faut la lire. Il faut bien la lire. Et quand j'ai parlé tout à l'heure de justice transitionnelle, il faut bien qu'un jour ou l'autre manière, on va ouvrir cette page, on va la lire, ne serait-ce que pour que les choses ne se reproduisent plus. Mais il est clair qu'aujourd'hui, il faut aller vers un processus de catharsis pour connaître ce qui s'est passé. Oui, mais pour cela, Nordine Bni Saad, il y a quelques jours seulement, une maman de disparus que j'estime beaucoup, Madame Aziz, me disait que si son fils avait été tué sous la torture, qu'on le lui dise, qu'on lui permette de faire son deuil. Mais elle le supplie, elle est en train de supplier, de dire, si vous l'avez tué, dites-le moi et qu'on en finisse. Je ne veux ni votre argent, ni votre reconnaissance, mais laissez-moi me reposer. Pourquoi ces gens n'ont-ils pas pitié de ces familles de victimes alors qu'ils ont torturé leurs enfants à mort bien souvent? Oui, si Jamel, moi je crois que c'est pas une question d'ordre moral, donc de dire les pauvres, etc. Je crois que c'est une question éminemment politique. Donc c'est pour ça que j'ai dit il faut pas s'attendre à grand chose dans un processus qui n'est pas un processus vers la voie démocratique. Et vous savez, dans tous les pays qui sont passés par ce genre d'expérience, qui ont connu aussi des moments douloureux dans leur histoire,
il a fallu des changements de régime. Je pense par exemple à l'Afrique du Sud, je pense aux pays latino-américains. Il a fallu à l'Espagne, parce que l'Espagne est passée d'un régime de dictature sous Franco à un régime démocratique. Il a fallu attendre malheureusement. Et il a fallu attendre la démocratie, l'avènement de la démocratie pour que la justice puisse enfin ouvrir ses dossiers, puis que la société aussi regarde son passé avec courage, mais aussi avec dignité. Et comme on dit, une faute, un acte reconnu est à moitié pardonné. Restez avec nous, Nourdim Ben Saad. Anwar Haddam, vous voulez commenter, rajouter quelque chose? Oui, effectivement. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Maître. Il faut comprendre une chose, je pense, que c'est l'État algérien qui est responsable de cette torture, des années noires, des années rouges. Parce qu'il y a eu législation de la torture. Donc, et pour régler ce problème, pour tourner cette page, il faut que l'État algérien soit assez fort pour qu'il accepte le rétablissement de la vérité. Donc, effectivement, mais en attendant, parce que je veux être pratique, en attendant, je pense qu'il est très important de vraiment se pencher sur cette question de la documentation, parce qu'il y a eu des efforts énormes. Nous, en tant que délégation parlementaire du FIS à l'étranger, nous étions en contact direct ou indirect avec des organisations de droits de l'homme au sein du pays qui essayaient de faire leur mieux pour documenter, mais ce n'est pas suffisant. C'est un bon travail qui a été fait, c'est un travail énorme qui a été fait, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut, et lorsque je parle de documentation, c'est du point de vue légal, qu'elle soit acceptée dans une cour de justice. Donc, il faut qu'il y ait des témoins. Et ça demande un travail. Ça demande un travail de conscience pour qu'il y ait une volonté nationale. Une volonté nationale qui veut qu'on tourne cette page effectivement d'une manière juste. Et on ne peut pas la tourner d'une manière juste si on ne rétablit pas la vérité. Il ne s'agit pas de witch-hunting, il ne s'agit pas d'aller essayer de faire, enfin, de se venger, etc. Au contraire, pour qu'on puisse tourner cette page, il faut que tout le monde, ceux qui ont participé dans cette législation, tous ceux qui ont, au nom de la préservation de l'État algérien, on va supporter le coup d'État et on va accepter ces nouvelles lois, on va légiférer pour des lois soi-disant antiterroristes, etc. Tous ces gens-là doivent participer au rétablissement de la vérité. Ils doivent reconnaître leurs erreurs. Ils doivent reconnaître le crime horrible qu'ils ont commis contre le peuple algérien, afin qu'on puisse tourner cette page. Parce que tout ce qu'on veut, c'est, comme l'a dit Aziz, tout ce qu'on veut savoir, nous sommes des victimes, nous on veut savoir pourquoi et qui a fait ça, afin que l'on puisse tourner cette. Sinon, nos enfants, nos petits-enfants, n'oublieront jamais ça. Et là, on va parler de vengeance. Nous ne voulons pas tomber dans ce fossé, dans cette situation de vengeance. C'est pour ça que tous les gens sincères, les gens qui sont sensés, je dirais, doivent accepter qu'il y ait le rétablissement de cette vérité. Pourquoi, Anwar Haddam, pourquoi tous les anciens leaders du FIS, les islamistes, nous savons aujourd'hui, même si on n'est pas de votre camp, même si à la limite on est un adversaire de votre camp, que les principales victimes, la majorité des victimes, se trouvaient dans les rangs du FIS et de ses sympathisants. Là, il ne fait aucun doute. Pourquoi, je parle des gens torturés et exécutés sommairement, pourquoi dans ce cas n'avez-vous pas fait un travail d'information à destination des Algériens qui continuent, de nombreux Algériens continuent de penser qu'à la limite, c'est vous qui avez été l'auteur de toute cette tragédie, que c'est vous qui avez tué les gens, que c'est vous qui avez provoqué cette hécatombe. Pourquoi ne faites, par exemple, un livre blanc qui reprend les témoignages des gens torturés, par exemple un livre blanc qui fait état des gens qui ont été exécutés sommairement, qui ont été enlevés de chez eux? Pourquoi un tel travail n'a-t-il pas été fait?
Actuellement, il y a eu, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup, il y a eu un travail qui a été fait. Il faut reconnaître ça. Mais le problème, c'est que, disons, moi je parle de la ligne originelle de FIS, Al-Khatt al-Asil, l'Jabha al-Islamiyya al-Inqadh. Le pouvoir a pu nous neutraliser, a pu nous empêcher d'avoir cette connexion, comment dirais-je, avec notre peuple. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait cette volonté afin de nous permettre de communiquer avec le peuple et essayer d'exprimer ce qui s'est passé exactement. Sinon, il y a eu, chauffe, toutes les agences de sécurité internationale, elles savent exactement ce qui s'est passé en Algérie. Et je mets ma main au feu, comme on dit, sur la CIA, sur les services français. Ils savent exactement qui était derrière cette torture, qui était derrière ces disparus, qui était derrière ces crimes horribles commis en Algérie. Et c'est pour ça qu'ils tiennent ce pouvoir à sa gorge, comme on dit. Et toute cette dilapidation de nos richesses, parce que c'est un pouvoir illégitime, c'est un pouvoir qui s'est basé sur la torture et sur cette grave situation des droits de l'homme en Algérie. Donc, pour eux-mêmes, pour se libérer de cette mainmise des forces étrangères, il faut qu'ils se remettent au peuple. Ba'dallah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'ils se remettent au peuple et acceptent. Le peuple est ouvert. Le peuple acceptera cette repentance. Mais qu'il y ait un véritable travail pour qu'il y ait cette volonté nationale. C'est pour ça que, si vous avez bien vu, ces dernières années, peut-être on me dit que je deviens plus souple, plus soft vis-à-vis du pouvoir. Non, c'est dans l'intérêt du peuple. On dit, Anwar Adam, je crois que la logique des choses voudrait que pour qu'il y ait amnistie et réconciliation, il faut d'abord qu'il y ait reconnaissance des crimes commis, puis repentir, l'expression du repentir, ça veut dire que celui qui reconnaît déclare aussi regretter d'avoir commis ce qu'il a commis, et enfin qu'il demande pardon au peuple algérien. Or, eux, ils n'ont rempli aucune de ces trois conditions. Ils sont contentés de faire voter, de faire signer une loi bidon qui les absout. Et à la limite, c'est presque le peuple algérien qui sommet de leur demander pardon, d'avoir été broyé par eux. Et même pire que ça, c'est Jamal. Notre peuple, c'est ça, parce que nous sommes des enfants du peuple. On nous connaît. Vous avez parlé de Tlemcen au début, on me connaît très bien. Donc, etc., etc., tous dans les différentes villes et villages du pays. Le pire qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont accusé les victimes. Ils accusaient les victimes. Et les victimes sont devenues des tortionnaires, sont devenues des terroristes, etc. Mais je pense qu'à un certain moment, il faut arrêter ces accusations. Il faut qu'il y ait cette période de transition, pour qu'il y ait cette volonté politique, pour qu'il y ait cette période de transition, cette justice de transition, afin que l'on puisse repenser nos blessures. Et on ne peut pas repenser les blessures profondes au sein du peuple s'il n'y a pas ce rétablissement de la vérité. Et ce rétablissement demande qu'il y ait comment dirais-je, cette réconciliation politique, disons, afin qu'on essaie ensemble d'essayer de comprendre ce qui se passe. Comment des gens, ils pensent travailler, pensent œuvrer pour le peuple et ils légifèrent pour qu'il y ait de la torture. Et pour qu'il y ait une torture qui brime, une torture qui... Ils savent très bien, toutes les sciences, toutes les recherches scientifiques sur ce domaine savent bien qu'on ne peut pas extraire de la vérité à partir de la torture. La torture en Algérie a été faite, comme je l'avais dit, c'est pour brimer toute une génération. Restez avec nous, Anwar Adam. Nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Farhat Mghlaoui, pourquoi le FIS, les islamistes, d'une manière générale, qui ont souffert de ces années de sang, n'ont pas tenté de faire un vrai travail d'information à destination du peuple algérien? Oui, je suis d'accord avec vous, Jamal Din. Sur ce plan-là, il y a beaucoup à faire.
a beaucoup à faire malgré quelques essais qui ont été faits. Seulement, il y a des frères qui se sont mis à faire, qui vont se mettre à faire un travail. Et Inch'Allah, ils sont communiqués en temps voulu. Sinon, un dernier mot, Farhat Maghlaoui. Ah, téléphone. On a perdu. C'est Farhat Maghlaoui. De toute façon, nous étions arrivés donc à la fin de l'émission. Merci à Nourdine Bni Saad, président de la Ligue algérienne pour si je ne me trompe pas, pour la défense des droits de l'homme. Anwar Haddam, leader politique, ancien cadre du FIS, ancien leader du FIS. Et Farhat Maghlaoui, cadre du FIS. Merci beaucoup. Sahaf Torkum, Qawla Khair, salam alaikum. Slama.